père m'a poussé contre la porte vitrée et m'a traité de moins que rien. J'ai souri alors que le sang coulait sur mon visage. Il m'a plaqué contre la porte vitrée, il m'a traité d'inutile, et il a cru qu'il m'avait anéanti. Le sang dégoulinait de mon front. Mais tout ce que j'ai fait, c'est sourire. Car ce soir-là, pendant qu'il riait avec ses associés, j'avais déjà tout envoyé. Et au matin, il découvrirait ce qui arrive quand on trahit quelqu'un qui vous connaît de l'intérieur. « Tu viens de tout perdre », ai-je murmuré. Cette nuit-là, j'ai révélé au monde qui était réellement le propriétaire de leur empire. Et le lendemain matin, leur vie parfaite s'était totalement effondrée. Je m'appelle Audrey Lancaster, j'ai 28 ans, et le bruit du verre brisé résonne encore dans mes oreilles. Le PDG de Lancaster Technologies, mon propre père, vient de me projeter contre la porte de son bureau. Je sens le sang chaud couler sur mon visage, tremper ma blouse en soie, qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Il m'a appelé moins que rien, inutile. Mais alors que je lui souris depuis le sol, entouré d'éclats scintillants, je lui murmure. Tu viens de tout perdre. Le lendemain matin, leur empire parfait ne serait plus qu'un tas de ruines. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo et abonne-toi pour découvrir comment j'ai démoli l'héritage de ma famille en une seule nuit avec rien d'autre que la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Mon histoire commence bien avant ce moment où le verre s'est brisé. Je suis née dans le privilège, fille unique de Harold et Grace Lancaster. Mon père a transformé Lancaster Technologies en un géant du secteur des dispositifs médicaux, à partir d'une petite entreprise fondée par mon grand-père William, dans son garage, 40 ans plus tôt. À ma naissance, nous vivions déjà dans un manoir de 1800 mètres carrés avec vue sur l'océan Pacifique. Mes premiers souvenirs sont ceux où je suis assise sur les genoux de mon grand-père, pendant qu'il m'explique comment les dispositifs que nous fabriquons sauvent des vies. Audrey, me disait-il, les yeux brillants, un jour tout cela sera à toi de le protéger. N'oublie jamais, le business ne se résume pas au profit. Il doit avoir un sens. Ma mère, Grace, était le cœur de notre famille. Elle donnait des millions aux hôpitaux pour enfants et tenait à m'enseigner que notre privilège s'accompagnait d'une responsabilité. Chaque Noël, elle m'emmenait distribuer des cadeaux aux enfants hospitalisés. Regarde-les dans les yeux, me disait-elle. Tout le monde mérite de la dignité. Maman a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas particulièrement agressif. 3 mois plus tard, elle nous a quittés. Mon père s'est réfugié dans le travail et m'a laissé seule face à la douleur. Je passais des heures dans son dressing, à respirer le parfum qui imprégnait encore ses vêtements, à essayer de me rappeler le son de son rire. Puis, Stéphanie est arrivée. Seulement 11 mois après les funérailles de ma mère, mon père m'a présenté sa nouvelle compagne. 6 semaines plus tard, ils étaient mariés. Elle avait 20 ans de moins que lui, avec des ongles impeccables qui s'enfonçaient dans mon épaule chaque fois qu'elle me prenait dans ses bras pour une photo. « On va devenir les meilleurs amis », disait-elle d'une voix sucrée, pendant que les flashs crépitaient. 2 jours plus tard, son fils, Douglas, emménageait chez nous. Il avait 17 ans, était plutôt séduisant, et est immédiatement devenu le centre de l'attention de mon père. Ce qui devait être un simple stage d'observation s'est vite transformé en préparation à la succession. Je n'étais plus qu'un arrière-plan flou sur les photos de famille. Et pourtant, j'ai brillé. J'ai été major de promo au lycée, j'ai fait mes études de gestion à Stanford avec les plus hautes distinctions, et j'ai obtenu mon diplôme à 23 ans. Pendant que Douglas peinait à suivre dans une modeste école de commerce locale, moi, je développais des brevets qui allaient devenir les produits phares de Lancaster Technologies. Mon grand-père a toujours vu quelque chose en moi. Avant de mourir, quand j'avais 18 ans, il m'emmenait en cachette aux réunions du conseil. Observe leur manière de négocier, me soufflait-il. Remarque qui parle et qui écoute. Les membres du conseil se contentaient de sourire, trouvant mignon qu'il emmène son ombre partout. Ils ne se doutaient pas que j'absorbais tout. L'un de ses membres, Victor Chan, est devenu mon mentor après la mort de mon grand-père. Lorsque j'ai terminé mes études, c'est Victor qui m'a aidé à décrocher un poste dans une entreprise concurrente, afin que je puisse apprendre à connaître le secteur sous tous ses angles, comme mon grand-père me l'avait toujours conseillé. Ton père doit apprendre à reconnaître ta valeur, mais de l'extérieur, m'a expliqué Victor autour d'un café. Parfois,
la famille est incapable de voir le talent qui se trouve juste sous ses yeux. J'ai passé 4 ans à bâtir ma réputation dans l'industrie, développant des innovations qui ont placé mon nom sur toutes les lèvres indépendamment de l'héritage familial. Des revues spécialisées ont publié des articles à mon sujet. Des concurrents ont tenté de me recruter. Tout cela pendant que Douglas, lui, accumulait de plus en plus de pouvoir chez Lancaster, malgré une série d'échecs cuisants sous sa direction. Eleanor Wright, l'ancienne assistante de mon grand-père, qui travaillait toujours dans l'entreprise, m'appelait régulièrement pour me tenir informé. Ton père vient d'approuver 3 millions de plus pour le projet favori de Douglas aujourd'hui. Le conseil commence à s'inquiéter, mais personne n'ose confronter Harold directement. Lorsque j'ai eu 27 ans, j'ai décidé qu'il était temps de revenir. Lancaster Technologies affichait une inquiétante tendance à la baisse en matière d'innovation et perdait rapidement des parts de marché. Mon père, visiblement réticent, m'a offert un poste de responsable des projets spéciaux, sans équipe, dans un petit bureau au sous-sol. Sois reconnaissante, a-t-il dit lorsque j'ai remis le titre en question. La plupart des gens tueraient pour avoir une chance comme celle-ci ici. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais passé des années à me préparer pour ce moment. J'avais étudié chaque aspect de l'entreprise. Je comprenais nos produits mieux que quiconque, à l'exception, peut-être, de mon grand-père. Et plus important encore, je commençais à soupçonner qu'il y avait quelque chose de très louche dans les finances de l'entreprise. J'ai accepté le poste avec un sourire. Merci pour cette opportunité, papa, ai-je dit en observant sa surprise face à ma réponse calme. Je ne te décevrai pas. C'est la dernière promesse que je lui ai faite. Le retournement commence. Mes 6 premiers mois chez Lancaster Technologies furent une vraie leçon de politique d'entreprise. Je gardais la tête basse, travaillais plus que tout le monde et apprenais méthodiquement chaque détail des opérations. Mon bureau au sous-sol est vite devenu mon centre de commandement. Les murs étaient recouverts de planning de développement produit, d'analyse de marché et d'organigrammes détaillés. Si les gens pensaient que je voulais simplement prouver ma valeur, parfait. Qu'ils croient ce qu'ils veulent. La division des dispositifs cardiovasculaires était en crise. Les ventes avaient chuté de 30% en 2 ans, et un important réseau hospitalier menaçait de se tourner vers la concurrence. Je passais mes week-ends à étudier les résultats cliniques, à interroger des médecins et à analyser les dispositifs concurrents. Le problème était clair, nos produits, bien que fiables, étaient obsolètes face aux nouvelles techniques chirurgicales. J'ai conçu un prototype de dispositif modifié, adapté aux procédures mini-invasives. Après plusieurs phases de test et de perfectionnement, j'ai présenté le concept au directeur de la division, qui a été tellement impressionné qu'il a immédiatement alloué des ressources pour son développement. En 4 mois, nous avions un prototype fonctionnel que les chirurgiens ont vivement salué lors des premières évaluations cliniques. Le matin de la réunion trimestrielle du conseil d'administration, j'étais prête à présenter la solution et les projections de redressement. Mais en entrant dans la salle, mon père était déjà là en train de présenter mon travail, mes diapositives, mes recherches, avec mon prototype entre les mains. Grâce à mon leadership, disait-il avec assurance, nous avons développé une solution pour les défis de la division cardiovasculaire. Je suis resté figé sur le pas de la porte. Les membres du conseil hochaient la tête, enthousiastes, prenant des notes. Victor a croisé mon regard et a froncé légèrement les sourcils, mais n'a rien dit. Quand mon père a terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Audrey, a-t-il enfin reconnu ma présence? Ravi que tu aies pu nous rejoindre. Assieds-toi, si tu trouves une chaise. La seule place libre était dans un coin reculé de la table. Je m'y suis installé en silence, un sourire professionnel figé sur le visage, tandis que la colère bouillonnait en moi. Après la réunion, je me suis dirigé vers le bureau de mon père. Ces designs étaient les miens, ai-je dit calmement. Ma recherche. Mon prototype. Il n'a même pas levé les yeux de son écran. Tu travailles pour Lancaster Technologies. Tout ce que tu développes appartient à l'entreprise. Donc, à moi. Je mérite d'être reconnu pour mon travail. Il a enfin levé les yeux, agacé. Tu sais ce que tu mérites? D'être reconnaissante. Je ne t'ai même pas offert ce poste. Douglas aurait réglé le problème cardiovasculaire, tôt ou tard.
Juste à temps pour qu'on perde notre plus gros client. Son visage s'est durci. Retourne à tes petits projets, Audrey. Les adultes s'occupent des vraies affaires. La semaine suivante, un email adressé à toute l'entreprise annonçait la promotion de Douglas au poste de vice-président exécutif du développement produit en soulignant sa solution innovante à la crise de la division cardiovasculaire, comme preuve de son leadership. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Eleanor. « Tu es assise ?» m'a-t-elle demandé. « Que se passe-t-il ?» Je faisais du tri dans des anciens dossiers d'archives et je suis tombée sur quelque chose que tu dois absolument voir. C'est à propos du testament de ton grand-père. On s'est donné rendez-vous dans un café à 3 rue du Siège. Eleanor m'a tendu une grande enveloppe brune. Ce sont des copies, a-t-elle précisé. J'ai laissé les originaux exactement là où je les ai trouvés. À l'intérieur, il y avait une ébauche du testament de mon grand-père, daté de 2 mois avant sa mort. Il y était explicitement stipulé que les actions de contrôle de Lancaster Technologies devaient être conservées dans une fiducie jusqu'à mes 30 ans, puis transférées directement à moi. Ce document n'a jamais été exécuté, ai-je murmuré en feuilletant les pages. Le testament enregistré officiellement a tout légué à mon père. Eleanor a hoché la tête avec gravité. Il y a autre chose. Continue de lire. L'enveloppe contenait également une série de mails entre mon père et l'avocat de la famille, échangés quelques jours seulement après la mort de mon grand-père. Ils y discutaient des modifications à apporter au testament avant de le faire enregistrer officiellement, ainsi que des moyens d'assurer la continuité du leadership, sans complications. Il a modifié le testament, ai-je chuchoté. On dirait bien, a répondu Eleanor. Et une autre chose ? Les rapports financiers de l'entreprise présentent des incohérences assez subtiles pour passer inaperçues, mais qui s'aggravent au fil du temps. Les masques commencent à tomber. Le lendemain, j'ai croisé Stéphanie dans le couloir des bureaux exécutifs, alors que je sortais d'une réunion. Elle m'a arrêté d'un geste de la main, une main parfaitement manucurée. « Audrey, ma chérie, on ne prend plus le temps de discuter toutes les deux. Un déjeuner cette semaine ?» J'ai accepté, curieuse de ce soudain regain d'intérêt. On s'est retrouvés dans un restaurant chic du centre-ville. Elle a commandé une bouteille de vin à $100 avant midi. « Je m'inquiète pour toi », a-t-elle dit, en m'observant derrière sa coupe. « Tu travailles sans relâche, mais tu n'as aucune vie sociale. À ton âge, j'étais déjà mariée. Je me concentre sur ma carrière. » Oui, mais est-ce que cela te rend heureuse ? Tu continues à chercher une reconnaissance que ton père ne peut pas te donner. J'ai posé ma fourchette. Il ne peut pas, ou il ne veut pas. Son sourire s'est légèrement figé. Harold a construit cette entreprise de ses propres mains. C'est difficile pour lui d'être constamment défié dans ses décisions. Douglas sait comment le soutenir, plutôt que de rivaliser avec lui. Tu crois que je rivalise ? Ma chérie, elle s'est penchée, baissant la voix, nous savons toutes les deux que tu as toujours voulu ce qu'Harold a bâti. Mais certaines choses ne sont pas destinées à toi. Peut-être qu'en trouvant un accomplissement ailleurs, tu n'aurais plus besoin de prouver quoi que ce soit ici. À cet instant, son masque est tombé. J'ai vu le calcul froid dans ses yeux. La mère protectrice qui veille à garantir l'héritage de son fils. J'ai souri doucement. Merci de t'inquiéter, Stéphanie. Je vais y réfléchir. Alors que nous nous séparions, elle a ajouté. Ton père est soumis à une pression énorme. Essaie de ne pas aggraver son fardeau avec des attentes irréalistes. Cet après-midi-là, j'ai commencé à dresser une liste d'alliés potentiels dans l'entreprise. Il y avait des directeurs de division qui avaient vanté la qualité de mon travail, des ingénieurs qui respectaient mes compétences techniques, et des employés de longue date qui avaient connu mon grand-père. J'aurais besoin de chacun d'eux, si mes soupçons s'avéraient fondés. L'allié le plus inattendu est apparu 2 semaines plus tard, lors d'une analyse de sécurité produit. Jackson Wright, récemment embauché au service juridique, a remis en question la formulation de certaines clauses contractuelles, des formulations qui semblaient conçues pour dissimuler les responsabilités. On a fini par rester tard au bureau, à manger des plats livrés tout en examinant les documents.
Ce n'est pas la première fois que je tombe sur des clauses de sécurité douteuses, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Mon ancien cabinet était spécialisé dans les affaires de mauvaise conduite en entreprise. Du côté des entreprises ? Ai-je demandé. Parfois. D'autres fois, du côté des lanceurs d'alerte, il m'a fixé un moment. Les modifications du dispositif cardiovasculaire, c'était vous, pas Douglas, pas vrai ? Mon corps s'est tendu. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Le langage technique dans les spécifications. Douglas peine déjà à expliquer le fonctionnement de base de ces dispositifs alors de là à exprimer des principes d'ingénierie. Je n'ai rien dit. Mais Jackson a hoché la tête, comme si mon silence suffisait à confirmer. Les familles en affaires, c'est complexe, a-t-il ajouté. J'en ai vu beaucoup pourrir, de l'intérieur. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des schémas financiers troublants. Des budgets de recherche attribués à des projets sans résultat. Des honoraires de conseil versés à des entreprises dont l'existence semblait douteuse. Des virements réguliers vers des comptes offshore soi-disant pour un « développement de marché international » dans des pays où nous n'avions même pas de présence. Chaque découverte était une pièce d'un puzzle que je n'étais pas encore prête à assembler, mais l'image commençait à se dessiner avec clarté, une fraude systémique, avec mon père au cœur du système. Il me fallait davantage de preuves avant d'agir. En attendant, je continuais à produire un travail exceptionnel, à renforcer ma réputation en interne, tout en feignant d'accepter mon rôle secondaire. Douglas s'est attribué le mérite de 2 autres de mes innovations. Mon père a refusé ma demande de constituer une équipe. Stéphanie organisait des fêtes luxueuses, en s'assurant de m'éloigner de toute personne influente. Mais j'ai été patiente. Et j'observais. La vérité commençait à émerger, une trahison après l'autre. 6 mois après mon retour chez Lancaster Technologies, l'entreprise organisait son traditionnel gala de charité. Un événement somptueux, fierté de Stéphanie, un spectacle à $500 000 qui générait à la fois des dons pour la recherche pédiatrique et une belle couverture médiatique pour la société. Des cadres dirigeants, des membres du conseil, des clients influents et des politiciens locaux remplissaient la salle de réception de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Je portais une robe noire simple élégante, mais discrète. Douglas est arrivé au bras d'un mannequin, dont il oubliait sans cesse le prénom. Mon père et Stéphanie ont fait leur entrée triomphale avec 30 minutes de retard, s'assurant ainsi que tous les regards se tournent vers eux. Depuis ma table excentrée, j'ai observé le spectacle de cette famille parfaite. Ils savent vraiment comment jouer la comédie, a murmuré Victor à côté de moi. L'un des rares membres du conseil à avoir remis en question certaines décisions récentes de mon père, Victor se retrouvait lui aussi peu à peu mis à l'écart. Le bel héritage Lancaster, en pleine démonstration, ai-je commenté en sirotant mon champagne. Pas l'héritage complet, a répondu Victor, avec sous-entendu. Ton grand-père aurait géré les choses, très différemment. Au milieu du dîner, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Mais au lieu de ça, j'ai bifurqué par un couloir de service, jusqu'au centre d'affaires de l'hôtel. En utilisant le code d'accès qu'Eleanor m'avait fourni, j'ai accédé au serveur sécurisé de Lancaster Technologies. Pendant 20 minutes ou peut-être 10, j'ai téléchargé des documents financiers provenant de dossiers restreints. Mes mains tremblaient légèrement à mesure que les rapports défilaient à l'écran. Des fonds de l'entreprise avaient été détournés à travers un réseau complexe de filiales. Les budgets de recherche avaient été manipulés. Des documents fiscaux, falsifiés. Les irrégularités que j'avais remarquées jusqu'ici, n'étaient que la surface d'une fraude systémique qui durait depuis des années. J'étais sur le point de clôturer la session quand je suis tombé sur un autre dossier intitulé Williams. Et là, l'arme du crime. La version originale du testament de mon grand-père, exactement comme Eleanor me l'avait décrit, les parts de contrôle de l'entreprise devaient me revenir à mes 30 ans. Juste à côté, des documents détaillant comment le testament avait été modifié après sa mort. J'ai tout copié sur une clé cryptée et suis retourné au gala. J'ai gardé une expression parfaitement neutre, malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Douglas, visiblement ivre, a levé son verre pour improviser un discours sur l'importance de poursuivre l'héritage d'innovation des Lancaster. J'ai applaudi poliment, tout en calculant mentalement combien de lois fédérales mon père avait dû enfreindre.
La soirée s'est terminée par une annonce de mon père, la construction d'une nouvelle aile pédiatrique à l'hôpital, qui porterait le nom de Stéphanie. L'ironie était insupportable. Ma mère avait consacré sa vie à ces hôpitaux. Et maintenant, Stéphanie apposait littéralement son nom sur cet héritage aussi. Quand les invités commencèrent à partir, mon père invita les principaux dirigeants à poursuivre la soirée chez nous pour une dernière session de stratégie au whisky. Ces afters étaient légendaires, c'est là que les véritables décisions d'entreprise étaient prises, entre deux gorgées de scotch hors de prix. Cette fois-ci, j'étais conviée. Peut-être parce qu'exclure la seule Lancaster de sang encore présente aurait semblé étrange aux yeux des clients influents. Le manoir brillait de mille feux pendant que les voitures se succédaient à l'entrée circulaire. Des employés prenaient les manteaux et servaient les boissons dans le grand salon. J'observais mon père au centre de la pièce, entouré de membres du conseil et de dirigeants riant à ses blagues, en quête de son approbation. Le pouvoir qu'il dégageait les enivrait. Vers minuit, alors que les groupes se dispersaient dans les salons, je me suis dirigée vers le bureau privé de mon père. J'avais besoin d'une dernière pièce du puzzle, des relevés bancaires prouvant qu'il avait personnellement profité de la fraude. Je savais qu'il gardait des copies papier, trop prudents pour tout confier au numérique. J'ai commencé à photographier les documents, un à un, avec mon téléphone. C'est alors que la porte s'est ouverte. Mon père est apparu. Il tenait un verre de scotch à la main. Son visage est passé de la surprise à la colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il exigé. Je me suis redressée, glissant mon téléphone dans ma poche. Je cherchais cette proposition d'Anderson, tu en as parlé plus tôt. Dans MS Tiroir ? Ça valait le coup d'essayer, non ? On s'est fixé. Le voile entre nous venait de se déchirer. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais recherché son approbation. Tous les projets brillants que j'avais créés pour l'entreprise. Tous les mensonges qu'il avait racontés. Je sais pour le testament de papy, ai-je dit d'une voix calme. Le vrai. La couleur disparut de son visage. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Je sais pour les comptes offshore, les fonds de recherche détournés, la fraude fiscale. Il posa lentement le verre qu'il tenait à la main. Tu crois comprendre les affaires à ton âge ? Parfois, des stratégies complexes peuvent sembler douteuses à des yeux inexpérimentés. La fraude ressemble toujours à de la fraude, aux yeux des procureurs fédéraux. Son visage se durcit. Tu es en train de me menacer ? Je dis que je connais la vérité. Toute la vérité. Y compris le fait que tu as bâti ton précieux empire sur un héritage volé, et des activités criminelles. L'espèce d'ingrate misérable, il s'interrompit brusquement, se forçant à reprendre le contrôle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour bâtir cette entreprise. Pour créer un héritage. Un héritage que tu m'as volé. Volé ? Il ricana, sec et amer. Tu n'aurais jamais été capable de gérer ce que j'ai construit. Tu es exactement comme ta mère. Trop sensible. Trop sentimentale. Cette entreprise a besoin d'un vrai leader. Pas d'un Douglas. Cet alcoolique qui s'attribue le travail des autres ? Son visage vira au rouge. Au moins, lui, il sait ce que c'est que la loyauté. C'est ça, la loyauté pour toi ? Moi, j'appelle ça de la complicité criminelle. Il fit un pas vers moi. Sa voix devint sourde, menaçante. Tu ne mettras pas cette famille en danger. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Non, ai-je répliqué. Tout ce que j'aurais dû avoir, tu me l'as arraché. Quelque chose se brisa dans son regard. Tu n'es rien sans le nom Lancaster. Rien du tout. Il me saisit brutalement le bras. Ses doigts s'enfonçaient dans ma peau. J'ai tenté de me dégager, mais sa fureur était déchaînée. Quand j'ai tourné les talons pour sortir, il m'a poussé violemment vers la porte. Mais la porte en bois massif a résisté. Mon corps a été projeté sur le panneau vitré, et l'a traversé. Le fracas a été assourdissant. Une douleur aiguë a irradié dans mon dos et mes bras alors que le verre explosait autour de moi. Je suis tombé dans le couloir, sonné, désorienté. J'ai senti un liquide chaud se répandre sur mon visage. Du sang. Le silence est tombé.
Les quelques invités restants s'étaient tournés vers moi, horrifiés. Stéphanie est apparue à la porte du salon, une main sur la bouche dans un geste théâtral. Douglas était juste derrière elle, les yeux écarquillés. Mon père restait figé sur le pas de la porte du bureau, immobile. La conscience de ce qu'il venait de faire commençait doucement à l'envahir. Pendant un instant, il n'était plus qu'un vieil homme effrayé. Tout le vernis de pouvoir s'était évaporé en un seul acte de violence. J'ai porté la main à mon visage. Mes doigts sont revenus couverts de rouge. Et, étrangement calme, je l'ai regardé, le sang coulant sur ma joue. Un sourire s'est lentement dessiné sur mes lèvres. « Tu viens de tout perdre » ai-je murmuré. Stéphanie a accouru vers moi, faussement inquiète, tentant de sauver les apparences devant les invités. L'aile a trébuché. Va-t-elle déclarer à haute voix. Trop de champagne. Viens, Audrey, on va te rafraîchir. Personne ne bougea pour m'aider à me relever. Je me suis levée toute seule. Le tintement des éclats de verre glissait le long de ma robe. Le sang goûtait sur le marbre blanc. Douglas a fait un pas vers moi, peut-être pour m'éloigner des regards choqués. Mais j'ai secoué la tête. Ne me touchez pas, ai-je déclaré, d'une voix ferme. Aucun de vous. Ne me touchez plus jamais. J'ai traversé la foule droit devant moi, la tête haute, sentant le sang couler le long de ma peau. Derrière moi, j'ai entendu mon père annoncer que la soirée était terminée. Le rire nerveux de Stéphanie. Douglas proposant de raccompagner quelqu'un. Dans la salle de bain de ma chambre, j'ai examiné les dégâts. Des dizaines de petites coupures recouvraient mes bras et mon dos. Une entaille plus profonde, le long de la racine des cheveux, expliquait la majorité du sang. En retirant avec précaution les éclats de verre et en désinfectant les plaies, j'ai pris ma décision. Des années de vol, de fraude, de mensonges et de manipulation. Tout allait s'effondrer, cette nuit même. Désormais, j'avais tout ce qu'il me fallait, y compris des témoins de la violence de mon père. La façade méticuleusement construite de la parfaite famille Lancaster s'était brisée, avec cette porte en verre. Et au matin, l'Empire subirait le même sort. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La douleur des blessures me tenait éveillée. Mais ce qui m'empêchait vraiment de sombrer, c'était bien plus puissant, l'adrénaline. Et la détermination. Après avoir soigné les coupures les plus profondes, j'ai enfilé des vêtements pratiques. Il était temps d'exécuter le plan que je peaufinais, en silence, depuis des mois. D'abord, j'ai sauvegardé toutes les preuves que j'avais rassemblées dans 3 lieux sûrs et distincts. Un serveur cloud. Un disque dur physique caché. Et un ensemble de documents envoyés, plusieurs jours plus tôt, à l'adresse personnelle de Jackson en guise d'assurance. Si quelque chose m'arrivait, des instructions précises garantiraient que tout soit remis aux autorités compétentes. Pendant que j'organisais les fichiers, des souvenirs ont ressurgi, sans que je les appelle. Mon grand-père me montrant le tout premier dispositif médical qu'il avait breveté. Les conseils doux et patients de ma mère. Le moment où j'ai compris que mon père me voyait comme une menace et non comme sa fille. L'érosion progressive de ma place au sein de ma propre famille. À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un message d'Eleanor. « Tu vas bien ? J'entends des rumeurs inquiétantes sur un incident au gala. » Je lui ai répondu brièvement. « Je vais bien. Prépare-toi pour demain. » Elle a répondu aussitôt. « Tout va changer. Et dis-moi ce dont tu as besoin. » Eleanor avait été loyale à mon grand-père pendant plus de 30 ans. À sa mort, elle était restée chez Lancaster Technologies en partie par fidélité à sa mémoire, et en partie, je le soupçonnais, pour surveiller mon père. Elle avait vu l'entreprise changer sous sa direction. Témoin de la lente transformation d'une vision centrée sur le patient, à une machine à profit dénuée de scrupules. Je me suis rappelé une conversation que nous avions eue 6 mois plus tôt, peu après mon retour dans l'entreprise. On triait des archives de développement produit quand, soudainement, elle avait fermé la chemise dans ses mains. « Ton grand-père avait un dicton », avait-elle dit. Ne confonds jamais le nom sur la façade avec la véritable propriété de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Avais-je demandé. Que Lancaster Technologies appartient aux patients dont la vie dépend de nos produits. Aux employés qui consacrent leur carrière à cette mission.
Aux principes d'innovation et d'intégrité. Elle m'avait lancé un regard lourd de sens. Il n'a pas construit cette entreprise pour qu'une seule personne la traite comme un royaume personnel. Ces mots ne m'avaient jamais quitté. Et ils avaient renforcé, en silence, mes soupçons sur la manière dont mon père gérait l'entreprise. Quand l'aube pointait enfin, j'avais réuni les dernières pièces de mon plan. À 4h30, j'ai appelé Victor. Il a décroché au deuxième appel la voix vive, malgré l'heure. « J'ai vu ce qui s'est passé », a-t-il dit d'un ton direct. « Tu es blessé ? » ?»« Rien de grave. Mais je dois te voir avant l'ouverture des marchés. J'ai découvert de graves irrégularités dans les finances de l'entreprise. Des irrégularités pénales. » Il y eut un silence. J'avais des doutes depuis un moment. Ton père bloque toutes les demandes d'audit financier complet. J'ai des preuves. Des preuves solides. Autre pause. Mon bureau. 6 heures. Apporte tout. Ensuite, j'ai contacté 3 autres membres du conseil, ceux que je croyais capables de placer l'avenir de l'entreprise au-dessus de leur loyauté aveugle à mon père. Message bref, discret, leur demandant des réunions urgentes concernant des préoccupations sérieuses liées aux finances de la société. 2 ont répondu presque immédiatement, acceptant des visioconférences dès le matin. À 5h15, j'ai envoyé un message à Jackson. Malgré l'heure, il a décroché tout de suite. J'ai besoin de conseils juridiques, ai-je dit de manière informelle, avant de passer à l'action officielle. C'est à propos de ce que je pense ? Oui. Et il y a autre chose. Il y a eu un incident hier soir. J'ai entendu des rumeurs. C'est grave ? Je survivrai. Peux-tu me retrouver chez moi dans 30 minutes ? C'est sécurisé. Et j'ai ce dont tu pourrais avoir besoin. Jackson avait ce que personne d'autre n'avait, une vraie expérience dans les affaires de dénonciation d'entreprise. Avant d'être recruté par Lancaster Technologies, il avait participé à l'exposé de fraudes similaires dans 2 autres grandes sociétés. Il n'avait été embauché que parce que mon père était en déplacement à ce moment-là et son CV avait été approuvé par le directeur juridique, qui, curieusement, fut invité à prendre sa retraite peu après. Quand je suis arrivé chez lui, Jackson m'a observé en silence. Il a vu le pansement sur mon front. L'hématome sur mon visage. La douleur contenue dans mes yeux. Sans un mot, il m'a simplement tendu une tasse de café. Commence par le début, dit Jackson en attrapant un bloc-notes. Tout ce que tu as découvert. Et tout ce qui s'est passé hier soir. Pendant 45 minutes, je lui ai présenté les preuves, les irrégularités financières, le testament falsifié, le schéma de contrôle et d'isolement, et, enfin, l'explosion de violence qui avait clôturé la soirée du gala. Lorsqu'eut fini, Jackson feuilleta les documents et déclara. Tu as de quoi lancer des poursuites pénales. Mais tu dois réfléchir à ce que cela implique. Rendre tout cela public va tout détruire. L'action de l'entreprise va chuter. Des emplois seront perdus. Le nom de ta famille sera sali à jamais. J'y ai déjà pensé, ai-je répondu. Et j'ai aussi pensé à ce qui se passe si on ne fait rien. La sécurité des patients compromise au nom du profit. Des employés qui travaillent, sans le savoir, pour une organisation criminelle. L'héritage de mon grand-père corrompu au-delà du reconnaissable. Jackson m'observa un instant. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Une fois que tu appuies sur la détente, tu ne peux plus revenir en arrière. Je le sais. Et tu es prête à payer le prix personnel ? Ton père finira probablement en prison. Tes liens familiaux seront brisés à jamais. J'ai effleuré le pansement sur mon front. La plaie brûlait encore. Ces liens étaient déjà brisés depuis longtemps. J'ai juste cessé de faire semblant. Jackson acquiesça lentement. Alors faisons-le proprement. Avec un impact maximal. Et un risque juridique minimal pour toi. Nous avons rédigé ensemble les communications à chaque destinataire. Le secrétariat administratif recevrait les registres financiers complets. Les membres du conseil d'administration recevraient un résumé des preuves, accompagné de protocoles d'urgence pour stabiliser l'entreprise.
Des journalistes triaient sur le volet recevraient des dossiers soigneusement préparés, programmés pour être publiés après le début des enquêtes officielles. Les concernant à revendication des parts de contrôle, demanda Jackson. Une bataille à la fois, ai-je répondu. On arrête le crime d'abord. L'héritage, on le réglera légalement ensuite. À 9 heures, j'ai rencontré Victor et un autre membre du conseil, Patricia Alvarez. Tous deux sont devenus livides en découvrant les documents. Il faut convoquer une réunion d'urgence du conseil, dit Victor. Suspendre Harold le temps de l'enquête. Il va résister, prévint Patricia. Qu'il essaie, ai-je dit. Les preuves parleront d'elles-mêmes. À 10 heures, je suis retourné dans mon appartement pour les dernières préparations. Mon téléphone affichait 23 appels manqués de mon père, 12 de Stéphanie, et 9 de Douglas. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai appelé 3 journalistes réputés pour leur rigueur dans les affaires de scandales financiers. Chaque appel fut bref, professionnel et s'acheva par la transmission planifiée des dossiers dans la journée. Quand l'horloge approcha midi, j'ai hésité une seconde. Est-ce que j'étais vraiment prête à détruire ma propre famille, aussi publiquement ? Puis j'ai pensé à l'intégrité de mon grand-père. À la compassion de ma mère. Aux valeurs qu'il m'avait transmises et que mon père avait piétinées pour assouvir sa soif de pouvoir. J'ai revu les éclats de verre traversant ma peau. Le regard de mon père non pas de regret, mais de colère, parce que je l'avais forcé à révéler qui il était vraiment. J'ai passé un dernier appel à Eleanor. Ça va se faire aujourd'hui, l'ai-je prévenu. Prépare-toi au chaos. Je suis prête depuis des années, répondit-elle fermement. Ton grand-père serait fier. À 12h30, j'ai envoyé le premier lot de preuves via la plateforme officielle de signalement. À 12h45, j'ai transmis les dossiers complets aux 7 membres du conseil en qui j'avais confiance. À 13h, j'ai donné un accès sécurisé aux documents aux journalistes sélectionnés. Et ensuite, j'ai attendu. En sachant que l'empire de mensonges était sur le point de s'effondrer. Le premier domino est tombé à 14h17. Victor m'a appelé. Le secrétariat a contacté le service juridique, dit-il sans préambule. Ils exigent la conservation immédiate de tous les registres financiers. Harold est convoqué à une réunion d'urgence du conseil à 16h. Il a réagi ? Pas encore. Sa secrétaire dit qu'il est en réunion externe. Mon père était sans doute déjà en mode gestion de crise. En train de chercher la source de la fuite. Il ne penserait pas à moi tout de suite, convaincu que son acte d'autorité de la veille m'avait réduite au silence. Tiens-moi au courant, ai-je demandé. Et Victor, merci d'avoir fait ce qu'il fallait. Cette entreprise était l'œuvre de toute une vie pour ton grand-père, répondit-il. Quelqu'un doit la sauver de ton père. À 15h30, j'ai reçu un message de Jackson. Des agents fédéraux sont entrés dans le bâtiment. Étage exécutif bouclé. Archives saisies. Tout allait plus vite que prévu. J'avais imaginé au moins un jour avant que les autorités fédérales interviennent. Quelqu'un du conseil avait dû faire des appels supplémentaires, peut-être au FBI, ou au département de la justice. Le téléphone sonna de nouveau. Douglas. Pour la 10e fois. Je rejetai l'appel. À 16h, je devais récupérer les dernières pièces à conviction, dans la maison de mon père. Avec toute l'attention tournée vers le siège de l'entreprise, le manoir serait probablement vide. J'ai pris un VTC, évitant d'utiliser ma propre voiture pour ne pas être reconnu. J'ai demandé au chauffeur de me déposer à 2 pâtés de maison. La maison était silencieuse. En semaine, le personnel y était réduit au strict minimum. Je suis entré par la porte latérale de la cuisine, grâce à ma clé. J'ai tendu l'oreille. Rien. Je suis allé droit vers le bureau de mon père. La porte vitrée avait été recouverte à la hâte par une plaque de bois. Des traces de sang séché maculaient encore le marbre à l'endroit où j'étais tombé. J'ai contourné la zone avec précaution et suis entré. Le bureau semblait intact depuis la nuit précédente. Je suis allé directement au coffre-fort dissimulé derrière le tableau de chasse, un des rituels hérités de mon grand-père, que mon père avait copié, sans jamais en comprendre le sens réel. La combinaison ?
La date de naissance de mon grand-père. Un code que mon père avait conservé, par nostalgie. Ou par paresse. À l'intérieur du coffre, j'ai trouvé ce que je cherchais. La copie originale du testament de mon grand-père, annotée à la main par mon père, avec des indications sur les modifications à apporter. Juste à côté, un petit carnet en cuir, le journal personnel de mon grand-père, consignant ses intentions concernant la succession de l'entreprise. Et, à côté encore, des informations sur des comptes offshore privés, où les fonds de l'entreprise avaient été transférés. J'ai tout photographié. Puis j'ai remis les documents en place, soigneusement. Sauf le journal. Celui-là, je l'ai gardé. Ce n'était pas, techniquement, une preuve criminelle. C'était mon héritage. La voix de mon grand-père. Écrite de sa main. Pour moi. Interruption dangereuse. Alors que je refermais le coffre et remettais le tableau en place, j'ai entendu une porte claquer ailleurs dans la maison. Des pas. Qui se rapprochaient dans le couloir. Instinctivement, je me suis glissé derrière le grand bureau. Accroupi, hors de vue. La porte du bureau s'est ouverte. À travers l'espace entre les meubles, j'ai aperçu les chaussures coûteuses de Douglas entrer dans la pièce. Il s'est dirigé vers le bureau et a commencé à ouvrir les tiroirs. Il fouillait les papiers de manière désordonnée. Nerveusement. Désespérément. Où est-ce que c'est ? Marmonnait-il. Où il aurait pu le cacher ? Il cherchait quelque chose de précis. Des preuves compromettantes, probablement. Mon père avait dû l'envoyer pour nettoyer la scène avant que les autorités ne pensent à perquisitionner la maison. Douglas s'approcha du tableau. Il commença à tourner la combinaison du coffre. Pendant qu'il était distrait, je me suis glissé lentement vers la porte, accroupi, dissimulé par les meubles. Il ne me restait que quelques pas à franchir, quand son téléphone a sonné. Nous avons sursauté tous les deux. Il décrocha, visiblement tendu. « Oui, je suis sur place, dit-il, la voix crispée. Exactement là où tu m'as dit d'aller. » Non, je n'ai encore rien trouvé. Ils ont fait quoi ? Quand ? Sa voix monta d'un cran, paniquée. Combien d'agents ? Oui, compris. Douglas raccrocha et frappa violemment le mur. Merde. Quoi qu'il ait appris, la situation venait clairement de s'aggraver. Alors qu'il reportait son attention sur le coffre, j'ai saisi ma chance. Je suis sorti du bureau sans bruit, longeant les murs pour éviter les planches du plancher que je connaissais depuis l'enfance, celles qui grinçaient. J'ai réussi à atteindre la porte latérale et à quitter la maison sans être vu. Une fois hors de la propriété, j'ai consulté mon téléphone. 5 appels manqués d'Eleanor. Et un message. FBI au siège. Blocage complet. Harold est en train d'être interrogé. Tout se déroulait encore plus vite que prévu. J'ai appelé Eleanor depuis un café, à environ 3 km de la maison. Quelle est la situation ? Ai-je demandé dès qu'elle décrocha. Des agents partout, répondit-elle à voix basse. Ils sont arrivés avec des mandats couvrant les finances des 7 dernières années. Harold est dans la salle de réunion avec les fédéraux et les avocats de l'entreprise. Stéphanie a tenté de quitter le bâtiment, mais on l'a raccompagnée à l'intérieur. Et la réunion d'urgence du conseil est en cours. Victor la préside. Ils discutent de la mise en place d'une structure de direction temporaire jusqu'à la fin de l'enquête. J'ai inspiré profondément, le cœur battant. Où es-tu maintenant ? Aux archives. On nous a demandé de faciliter l'accès aux documents. Sois prudente, l'ai-je averti. Les choses vont empirer avant de s'améliorer. J'ai ensuite appelé Jackson. Je dois savoir si je dois me rendre là-bas, ou rester à l'écart. Reste à distance, conseilla-t-il immédiatement. Le conseil c'est que tu es à l'origine de la dénonciation. Mais il vaut mieux que tu ne sois pas présente pendant les premiers entretiens avec les agents. J'ai déjà informé certains qu'ils peuvent te contacter pour témoigner quand ce sera nécessaire. Est-ce que mon père sait que c'est moi ? La voix de Jackson se fit grave. Oui. Quand les agents ont évoqué le testament falsifié, il aurait crié ton nom, avant que son avocat ne le fasse taire. À 18h,
Je suis entré dans un hôtel sous un faux nom, comme Jackson me l'avait recommandé. Depuis cette cachette, je suivais les événements grâce à des communications cryptées avec mes alliés internes. Le journal télévisé du soir diffusait les premières alertes. Enquête fédérale chez Lancaster Technologies. Le géant des dispositifs médicaux visé par des accusations de fraude. Le PDG de Lancaster fait l'objet d'une enquête. Aucune mention directe de moi. Pas encore. Mais je savais que cela viendrait. J'avais fourni aux journalistes suffisamment de contexte pour que la véritable histoire émerge en vagues, chacune plus dévastatrice que la précédente. À 21h12, mon père a enfin rappelé. Contre mon instinct, j'ai décroché. Pourquoi ? Sa voix rauque, méconnaissable. Tu sais très bien pourquoi. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? L'entreprise ne survivra pas à ça. L'entreprise survivra. Sans fraude. Sans corruption. Silence. Puis, d'un ton glacial. Tu avais tout planifié. Tu es revenu exprès. Pour avoir accès. Je suis revenu pour sauver ce que grand-père avait construit. Et je t'ai laissé toutes les chances de faire ce qui était juste. En détruisant ta propre famille. Cette entreprise fait vivre des centaines d'employés. Des patients dépendent de nos produits. Ne fais pas semblant que ça ait jamais été pour eux. Tu l'as fait pour le pouvoir. Pour l'argent. Et tu as volé cette entreprise aux actionnaires, aux salariés, à moi. Sa voix changea. Suppliante. Un ton que je ne lui avais jamais entendu. Audrey, s'il te plaît. Quoi que tu penses que j'ai fait, on peut régler ça, en famille. Nous n'étions plus une famille depuis le moment où tu m'as vu comme une menace, pas comme ta fille. Pause. Ou peut-être, depuis que tu as modifié le testament de grand-père pour me déshériter. Silence. Puis. Tu ne pourras jamais le prouver. Je l'ai déjà prouvé. Tout est entre les mains des autorités. Je vais me battre, grogna-t-il. Avec tous les moyens que j'ai. Ces moyens sont en train d'être gelés en ce moment même. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. Le sort était jeté. Mes preuves étaient entre les mains des autorités. Du conseil. De la presse. Rien ne pourrait arrêter ce qui allait suivre. Sur le bureau de ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai relu un dernier email, ma déclaration officielle au conseil, demandant ma nomination comme PDG intérimaire fondée sur les intentions documentées de mon grand-père, et sur mes qualifications. Victor m'avait aidé à la rédiger. Il croyait que l'entreprise avait besoin d'un Lancaster à sa tête pour survivre à la tempête, mais un Lancaster non entaché par le scandale. Je suis resté un moment à regarder le bouton envoyer. Si je cliquais, je me mettrais au cœur de l'ouragan. J'endosserais la responsabilité de sauver une entreprise au bord de l'effondrement. J'affronterais le regard du public. Et les attaques potentielles. Je me suis rappelé les mots de mon grand-père. Les affaires ne se résument pas au profit. Elles ont un but. J'ai cliqué sur envoyer. À 5h30, le téléphone de la chambre a sonné, me tirant d'un sommeil léger. C'était Victor. Là allume la télé. J'ai saisi la télécommande, les doigts tremblants. Le présentateur parlait d'une voix grave. Des agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition au siège de Lancaster Technologies et dans la résidence familiale toute la nuit. Des sources confirment que le PDG Harold Lancaster et le directeur financier Martin Wells ont été emmenés pour être interrogés. À l'écran, on voyait mon père escorté vers un SUV noir. Costume froissé. Visage blême. Regard vide. Ce n'était plus le titan arrogant de l'Empire Lancaster. Juste un homme. Déchu. Son visage était aussi pâle que la cendre, et Stéphanie suivait de près, escortée par 2 agents fédéraux, un de chaque côté. Douglas n'apparaissait sur aucune image. Le conseil a voté à 4h du matin, poursuivit Victor au téléphone. Harold a été suspendu le temps de l'enquête. Wells a été renvoyé. Ta nomination comme PDG intérimaire a été approuvée, de justesse. Je me suis assise au bord du lit, abasourdie, bien que ce soit moi qui avais mis tout cela en marche.
De quoi ont-ils besoin de moi? 9 heures. Réunion du Conseil pour formaliser la transition. Les agents fédéraux veulent interroger à 11 heures. Et la conférence de presse est provisoirement prévue pour 14 heures. La machine était lancée. Et rien ne pouvait plus l'arrêter. J'y serai. Après une douche, je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine discret. Peu de bijoux. Les cheveux attachés en arrière, couvrant partiellement le pansement sur mon front. Je devais inspirer la stabilité et la maîtrise, pas paraître comme une victime, ni comme une fille en quête de vengeance. En route vers le siège de l'entreprise, mon téléphone ne cessait de vibrer. Message. Appel. L'affaire avait éclaté dans la nuit. 3 grands médias spécialisés dans les affaires économiques avaient publié des enquêtes détaillées sur la fraude, citant des sources anonymes et des collaborateurs internes. L'un des articles mentionnait explicitement le testament modifié, sans toutefois citer mon nom. Le parking de Lancaster Technologies était envahi de camions de presse. Des journalistes encerclaient les entrées, micro en main. Les agents de sécurité m'ont fait entrer par une porte latérale, pour éviter la foule. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Des employés regroupés par petits noyaux. Les conversations s'interrompaient dès que je passais. Eleanor m'attendait dans l'ascenseur exécutif. « Ils savent que c'est toi », dit-elle à voix basse. Pas officiellement, mais l'information circule déjà. Et comment réagissent les employés? Sous le choc. Confus. Inquiets pour leur avenir. Mais aussi, elle hésita, soulagée, pour certains. La gestion de ton père devenait de plus en plus imprévisible. Les gens marchaient sur des œufs depuis des mois. L'étage exécutif ressemblait à un champ de bataille. Des agents fédéraux avaient envahi plusieurs bureaux. Des piles de documents recouvraient les salles de réunion. Victor m'attendait dans ce qui avait été, jusqu'alors, le bureau de mon père. Débarrassé de tout objet personnel. L'audit financier préliminaire est pire qu'on le pensait, dit-il en refermant la porte. La fraude dépasse ce que tes preuves montraient. Wells coopère avec les autorités depuis minuit. Il livre ton père, en échange d'une peine réduite. Je hochai la tête. Sans surprise. Et le statut de l'entreprise? La cotation a été suspendue avant l'ouverture du marché. On s'attend à une chute de 30 à 40% à la réouverture. De grands groupes hospitaliers appellent pour demander des garanties de continuité. La FDA a requis des réunions d'urgence sur la sécurité des dispositifs. L'Y a-t-il un risque réel pour les patients? C'était ce qui m'inquiétait le plus. A priori, non. La fraude est financière. Ton père était corrompu, mais pas assez stupide pour risquer sa peau avec des dispositifs défectueux. Un mince soulagement. Mais essentiel. Nous avons passé l'heure suivante à préparer la réunion du conseil. Ajustant les arguments, planifiant la transition du pouvoir. À 8h45, mon téléphone a sonné. Stéphanie. Contre toute logique, j'ai décroché. Comment as-tu pu? Souffla-t-elle. Sa voix tremblante. De rage ou de larmes. Ton propre père. Il a fait ses choix, répondis-je, posément. Pendant des années. Ils l'ont arrêté, devant tout le monde. Tu te rends compte de ce que ça fait à Douglas? À moi? D'ailleurs, où est Douglas? J'ai remarqué qu'il n'était pas avec vous hier soir. Silence. Il gère ça, à sa manière. Traduction, probablement ivre ou planqué. Stéphanie, j'ai une réunion du conseil dans quelques instants. Tu voulais quelque chose de précis? Tu vas le regretter, dit-elle, d'un ton sec. Quand tout ça sera terminé, tu n'auras plus rien. Ni personne. La famille, c'est tout, Audrey. Mais la vérité. C'est plus. J'ai raccroché. C'est précisément pour ça que j'ai fait tout ça. Pour ma vraie famille. Pour ce qu'ils ont construit. Pour ce en quoi ils croyaient. Je raccrochais au moment où Victor me faisait signe. Il était temps pour la réunion du conseil. La salle était lourde d'émotions. Divisée entre les administrateurs qui soutenaient ma nomination,
et ceux qui restaient loyaux envers mon père. Je suis entrée la tête haute. Je me suis assise à la chaise principale, celle qu'il avait occupée pendant 20 ans. Bonjour à tous, ai-je commencé calmement. Je sais que nous faisons face à une situation sans précédent pour Lancaster Technologies. Je veux vous assurer que ma priorité est de stabiliser l'entreprise, de coopérer pleinement avec les autorités, et de garantir la continuité de la production de nos dispositifs médicaux, vitaux pour nos patients. Pendant 1 heure, nous avons abordé les urgences. Communication interne, transition du leadership, conformité réglementaire. J'ai présenté un plan de stabilisation sur 90 jours, centré sur la transparence et la responsabilité. À la fin de la réunion, même les administrateurs les plus sceptiques semblaient prudemment optimistes. À 11 heures, j'ai rencontré les enquêteurs fédéraux. Pendant 2 heures, j'ai présenté mes preuves, répondu à leurs questions sur le fonctionnement interne de l'entreprise, et officialisé ma déclaration en tant que lanceuse d'alerte. Ils ont montré un intérêt particulier pour le testament modifié, ainsi que pour les méthodes utilisées par mon père pour dissimuler les flux financiers. Nous aurons besoin de ton témoignage, si le dossier va jusqu'au procès, dit l'enquêteur principal. Je comprends, répondis-je. Je suis prête à faire ce qu'il faut. La conférence de presse fut un exercice de contrôle. Debout au pupitre, avec Victor et le président du conseil à mes côtés, j'ai fait face à des dizaines de caméras et de journalistes. Lancaster Technologies a une histoire de 50 ans dans le développement de dispositifs médicaux qui sauvent des vies. Cette mission reste intacte. Alors que nous faisons face à de graves allégations liées à la gestion financière précédente, notre engagement envers les patients, les professionnels de santé et l'éthique d'entreprise demeure inébranlable. Je n'ai répondu à aucune question concernant mon père. J'ai redirigé vers l'enquête en cours. Lorsqu'on m'a interrogé sur mon nouveau rôle, j'ai mis en avant ma formation, mon parcours et mon lien personnel avec les valeurs fondatrices de l'entreprise. Alors que la conférence touchait à sa fin, un journaliste lança. Mademoiselle Lancaster, est-il vrai que votre père vous a agressé physiquement avant que vous ne le dénonciez? Le silence tomba dans la salle. Soudain, le pansement sur mon front semblait pulser. Je fixai calmement le journaliste. Je ne commenterai pas les affaires familiales. Il s'agit ici de Lancaster Technologies, de ses employés, et des patients qui dépendent de nos produits. Merci. De retour au bureau, les rapports affluaient. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 35% à la réouverture du marché. 3 vice-présidents exécutifs avaient présenté leur démission. Des clients exigeaient des garanties. Des partenaires invoquaient des clauses de renégociation. Je restais droite. En contrôle. Solide. Même si, au fond, je ne le ressentais pas. À 20 heures, Eleanor m'apporta un dîner, et des mises à jour. On a retrouvé Douglas. Il a tenté d'accéder à des serveurs sensibles avant d'être évacué par la sécurité. Jackson s'occupe de la procédure légale. Je hochai la tête, épuisé. Et mon père? Libéré sous caution. Interdiction formelle d'entrer dans une quelconque propriété de l'entreprise. Le manoir familial a été désigné comme seconde scène de crime. Il est avec Stéphanie, au chalet au bord du lac. Et les employés? Le regard d'Eleanor s'adoucit. Mieux que prévu. Le choc a été rude, mais ton discours de cet après-midi a beaucoup aidé. Les gens apprécient l'honnêteté. Après des mois de manipulation. À 22 heures, Jackson fit son apparition, avec des nouvelles fraîches. L'enquête fédérale s'élargit. Ils ont trouvé des connexions avec de l'évasion fiscale via les comptes offshore. Le procureur envisage un accord de plaider coupable pour éviter un procès. Il va accepter? Ses avocats vont le pousser à le faire. Sinon, il risque de 15 à 20 ans de prison. C'est là que la réalité m'a de nouveau frappé. La magnitude de ce que j'avais fait. Mon père, malgré toutes ses fautes, allait peut-être finir en prison à plus de 60 ans. Une famille brisée au-delà du réparable. Ma propre vie, transformée à jamais. Des regrets, demanda Jackson, avec douceur. Je mis un moment à répondre. Non. Juste, en train d'assimiler le poids de tout ça.
Il me regarda longuement, puis dit. Pour ce que ça vaut, ce que tu as fait demande un courage hors du commun. Beaucoup de gens avaient des soupçons. Mais ils ont préféré détourner les yeux, pendant des années. Je repensais au bruit du verre brisé. Aux décennies de manipulation. De silence. De trahison. À l'héritage, presque détruit par la cupidité. Ce n'était pas du courage. C'était une nécessité. À minuit, j'ai enfin quitté le siège de l'entreprise. Retourner chez moi était encore jugé risqué. L'empire était tombé. Mais le véritable héritage venait seulement de commencer. Alors que la voiture s'éloignait du bâtiment, je regardai par la fenêtre et vis l'enseigne illuminée de Lancaster Technologies. Mon nom, brillant dans le ciel nocturne. Pour la première fois depuis des années, j'avais vraiment l'impression qu'il m'appartenait à nouveau. 6 mois après la nuit où mon père m'avait poussé à travers une porte vitrée, je me tenais debout au pupitre, lors de notre réunion trimestrielle avec les investisseurs. La salle du conseil était pleine. Des analystes. Des actionnaires majeurs. Tous impatients de savoir comment Lancaster Technologies avait survécu à la tempête. Les 2 derniers trimestres ont démontré une résilience remarquable, ai-je commencé, en désignant la projection derrière moi. La valeur de nos actions a rebondi de 60% depuis son point le plus bas. Notre nouveau programme de conformité éthique a été salué par le secteur. Et surtout, aucun patient n'a été privé des dispositifs vitaux auxquels il fait confiance. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Le premier mois après les révélations avait été un chaos total. 3 recours collectifs déposés par des actionnaires. Des audits dans toutes les unités de production. Un climat d'insécurité qui mena à 15% de démissions volontaires. Et une couverture médiatique disséquant chaque recoin du drame familial Lancaster. Les procédures pénales avancèrent rapidement. Martin Wells, l'ancien directeur financier, accepta un accord en échange de son témoignage. 3 autres dirigeants firent de même. Mon père, au départ, jura de combattre chaque accusation. Mais, à mesure que les preuves s'accumulaient, et que ses anciens alliés l'abandonnaient, ses avocats négocièrent. L'accord. Plaidoyer de culpabilité pour fraude fiscale et manipulation de titres. En échange de l'abandon des charges les plus graves. Peine, 7 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 4. Les sanctions financières furent sévères. La propriété familiale fut saisie dans le cadre des réparations. Plus jamais un mot. Je ne lui ai plus jamais parlé depuis l'audience du verdict. Il est resté droit, regard figé, refusant de croiser mes yeux. Tandis que je lisais ma déclaration en tant que victime. Stéphanie demanda le divorce 2 semaines après la condamnation. Elle négocia un accord financier pour éviter d'être formellement accusée de complicité. Elle s'installa en Arizona et lança une marque de soins de la peau qui évite soigneusement toute mention du nom Lancaster. Douglas fut accusé de destruction de preuves. Il écopa de la probation et de travaux d'intérêt général. Puis, il disparut en Europe. Aperçu de temps en temps dans des photos de soirées sur des yachts ou dans des stations de ski, probablement financées par les derniers fonds qu'il avait réussi à dissimuler avant l'effondrement. Ma priorité absolue fut de transformer l'entreprise. Nous avons engagé des auditeurs judiciaires pour identifier chaque irrégularité. Mis en place un nouveau système de conformité. Réorganiser le conseil d'administration avec des experts en éthique médicale et des représentants des patients. Réorienter la recherche vers l'innovation, et non la réduction des coûts. Mais surtout, nous avons fondé la Grace Lancaster Foundation, en hommage à ma mère, dédiée à fournir des dispositifs médicaux aux communautés les plus vulnérables dans le monde. C'est ce qu'elle aurait voulu. C'était le rêve de mon grand-père, que l'entreprise ait un vrai but. Je poursuivais ma présentation. 3 nouvelles gammes de produits vont être lancées, conçues selon nos protocoles révisés. Les essais cliniques montrent des taux d'efficacité sans précédent. Les hôpitaux rapportent des améliorations significatives dans les résultats des patients. Victor, aujourd'hui président du conseil, hochait la tête avec approbation. Nous étions devenus partenaires dans la reconstruction. Lui, avec sa mémoire institutionnelle. Moi, avec ma vision d'avenir.
Eleanor fut promue chef de cabinet, sa loyauté, enfin récompensée. Jackson resta à nos côtés durant toute la transition. Puis accepta un poste au ministère de la Justice, dans la division des fraudes financières. Quelqu'un doit empêcher le prochain Harold Lancaster, avant qu'il ne fasse autant de dégâts, avait-il dit. Nous sommes toujours amis. Après la réunion, je suis retourné dans mon bureau. Entièrement rénové. Plus de bois sombre imposant. Plus de trophées de chasse. À la place. Des murs clairs. Des plantes vivantes. Des portraits de l'équipe sur le terrain. Le tout premier croquis du dispositif que mon grand-père avait inventé. Et, sur le mur central, une photo de ma mère souriante, un enfant dans les bras, lors d'un don de Noël. Alors j'ai respiré. Pour la première fois. Ce lieu m'appartenait vraiment. Le nouvel espace était lumineux, ouvert, avec des murs en verre, symbole de la transparence que j'avais instaurée dans la culture de l'entreprise. Mes cicatrices physiques de cette nuit-là s'étaient guéries. Même si une ligne fine restait visible sur mon front, perceptible quand je relève mes cheveux. Mais le territoire émotionnel était plus complexe. J'avais perdu ma famille. Mais j'avais revendiqué mon héritage. Aujourd'hui, l'entreprise reflétait réellement la vision de mon grand-père et les valeurs de ma mère. Ce jour-là, plus tard, j'ai visité la tombe de ma mère pour la première fois depuis des années. Mon père avait toujours découragé ces visites, une autre façon de diminuer son influence, et sa mémoire. J'ai déposé des roses blanches, ses préférées, contre la pierre tombale. Je crois que tu serais fier, ai-je murmuré. Pas du scandale, ni de la douleur, mais d'avoir reconstruit quelque chose digne de ton nom. Le vent soufflait doucement entre les arbres. Ce fut la seule réponse. Mais, d'une certaine manière, cela suffisait. Le journal de mon grand-père est devenu un point d'ancrage dans les moments les plus sombres. Un passage, en particulier, m'a guidé tout au long de la transition. Les empires économiques montent et chutent. Mais l'intégrité est éternelle. Lancaster Technologies ne doit jamais privilégier le profit au détriment du but. Ni le pouvoir au détriment des personnes. Si ces principes sont compromis, l'entreprise doit être purifiée par la vérité, aussi douloureux que cela puisse être. Il savait, d'une certaine manière, que ce moment pourrait arriver. Peut-être avait-il déjà perçu des signaux alarmants chez mon père. Ce qui l'avait poussé à vouloir me transmettre directement le contrôle. Depuis que j'ai repris la direction, j'ai reçu des centaines de messages d'employés. Des ingénieurs expliquant qu'ils pouvaient enfin prioriser la sécurité. Des commerciaux disant qu'ils vendaient désormais des produits en lesquels ils croyaient sincèrement. Des ouvriers exprimant leur fierté face aux nouveaux standards de qualité. Ces messages signifiaient plus que toute reprise financière. Plus que la remontée du cours de l'action. Plus que les récompenses et la reconnaissance du secteur. Ils représentaient l'impact humain d'un choix fondamental. Choisir la vérité, plutôt que des mensonges confortables. Valoriser l'intégrité plutôt qu'une loyauté familiale quand cette loyauté exige de trahir ses principes moraux. Le chemin à venir restait semé d'embûches. La confiance, une fois brisée, prend du temps à se reconstruire. Certains clients restaient prudents. Certains membres du conseil remettaient encore en question mon expérience. Les médias, parfois, ressuscitaient le scandale, les jours creux. Mais les fondations étaient désormais solides. Basées sur la vérité. Pas sur des illusions. Le nom Lancaster était en train d'être redéfini. Une décision à la fois. Un produit à la fois. Un patient sauvé à la fois. Parfois, en silence, je me demande si mon père pense à ce qu'il a perdu. Pas seulement la liberté, ou sa fortune. Mais la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. De contribuer à un héritage durable. De ressentir la satisfaction d'un succès, construit avec honneur. J'ai appris que certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, seulement acceptées, et surmontées. Que la famille se définit par les valeurs qu'on partage. Pas simplement par le sang qui coule dans nos veines. Et que les décisions les plus douloureuses sont souvent les plus nécessaires. Mais surtout, j'ai appris que nous ne sommes pas définis par ce que les autres pensent que nous méritons. Mais par ce que nous savons être juste.
Et par le courage que nous avons de le défendre. Et toi? As-tu déjà vécu un moment où défendre la vérité t'a fait perdre quelque chose de précieux? Je comprends cette lutte. Parfois, la plus grande victoire vient après le sacrifice le plus douloureux. Souviens-toi de ceci. Ta valeur ne sera jamais déterminée par ceux qui échouent à la reconnaître. Commentaire de Madame Reddit. Audrey n'a pas seulement révélé la vérité, elle a reconstruit l'héritage de sa famille avec courage, intégrité et détermination. Au milieu des ruines d'un empire corrompu par la cupidité, elle a bâti une nouvelle fondation, fondée sur l'éthique, la responsabilité et le respect de ceux qui comptent vraiment, les patients, les employés, la mission d'origine. Que cette histoire nous rappelle qu'il faut parfois tout perdre, pour enfin gagner ce qui a vraiment de la valeur.